Bonjour et bienvenue sur Odezone TV. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2013. C'est la journée internationale des droits des femmes. Durant 2 années, Odezone, avec la participation de nombreux centres sociaux des Bouches-du-Rhône et avec le soutien de la CAF, Odezone a donc récolté des témoignages de femmes. Elles se sont exprimées sur leurs conditions de femmes, elles ont parlé de leurs projets, de leurs envies, de leurs difficultés aussi. Et elles ont aussi beaucoup parlé des hommes. Alors, ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hommes. Donc, cette année, la 3e édition de Regards croisés s'intitule « Regards croisés d'hommes et de femmes en milieu urbain ». Donc, pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau, je vous présente Monsieur Diop, vous êtes directeur du centre social Jacques Brel à Port-de-Bouc. Merci d'être venu sur le plateau. Marie-France Jurado, vous êtes ancien militaire de carrière et par ailleurs engagée dans des actions pour valoriser le droit des femmes. Bonjour et bienvenue à vous. Jacqueline, bonjour. Vous êtes venue avec le centre social Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence ainsi que Viviane. Vous êtes aussi venue avec le centre social Jean-Paul Coste. Donc, nous allons débattre ensemble sur différentes thématiques. Nous avons interviewé des hommes et des femmes avec la participation des centres sociaux. C'est la première question, donc le premier reportage que nous allons regarder. Quelle doit être pour vous la place de l'homme au sein de la famille? Nous regardons le reportage et nous allons en débattre ensemble tout à l'heure. Sa place, c'est un appui pour moi. Donc, il compte beaucoup pour moi. Et il me rapporte beaucoup de choses pour ses enfants. Donc, il a une place très, très importante dans le couple, dans mon couple. Le rôle des enfants, de père avec ses enfants, c'est un énorme travail. Mes enfants, s'ils ont quelque chose dans la tête, ils viennent me voir. J'ai dit quand vous voulez quelque chose, quand vous avez quelque chose dans la tête, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas dire « Comment je parle avec mon père, c'est la honte, j'ai peur de lui ». Non, il ne faut pas avoir peur de moi. Il faut le respect. Respecter maman, respecter papa. Pour qu'ils me respectent mes enfants, c'est moi que je le respecte. La place de l'homme auprès de la famille est très importante. Je peux dire, en guillemets, l'homme, il est le gendarme. En guillemets. C'est péjoratif, mais c'est l'autorité. La maman joue un rôle très important dans la vie familiale, de l'éducation. C'est la mère poule qui veille au grain, tout et tout. Et moi, je suis à côté, je ne suis pas loin. Donc, quand il y a un recadrage à faire, je le fais aussitôt. Donc, on est en symbiose, on se complète. Voilà. C'est le père. C'est le père, le mari, l'amant. Et toujours penser à la famille. Toujours. Pas à soi. En mon cas, moi, je pense toujours à ma femme, mes enfants. C'est eux en premier, après je passe moi. L'homme, pour moi, il doit avoir son rang. C'est un peu comme... Voilà, c'est le chef de la famille. Même si tout le monde le sait, c'est toujours la femme qui est décideur. Malheureusement, on en reste encore à ces vieux stéréotypes, la force de l'homme, voilà, la présence de l'homme, l'homme qui est plus autoritaire, tout ça, bon. Mais bon, tout ça s'équilibre maintenant parce qu'on le voit, autant les femmes comme les hommes ont à peu près les mêmes responsabilités au sein du couple maintenant. Voilà, pour moi, la place, elle est la même que la femme, quoi. L'homme et la femme doivent avoir la même place. Encore faut-il que la femme laisse sa place à l'homme aussi. Eh bien voilà, c'était notre premier reportage, notre première série d'interviews.
Donc ces messieurs et cette femme donc, nous ont donné leur avis. Des avis partagés. Hein. Alors certains parlent de la figure du père autoritaire, d'autres disent les rôles sont partagés. Jacqueline, qu'est-ce que vous avez pensé de ces témoignages-là sur la place de l'homme au sein de la famille? Je dirais que, en gros, on a détaillé un petit peu le rôle que peut jouer l'homme dans notre vie, dans la vie de famille. Voilà, c'est le chef de famille, on entend l'autorité, on a entendu un peu gendarme, mais c'est à relativiser parce qu'il ne faut pas que l'homme, je ne souhaiterais pas que dans ma famille, que le père ait un visage de gendarme, par exemple. Parce que gendarme, pourquoi certainement? Parce que quand il tranche, on doit respecter, justement, c'est lui qui a le dernier mot, et d'où justement son rôle de chef de famille dans la famille, au sein de la famille. D'accord. Merci pour cet avis, Jacqueline. Viviane, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces interviews-là, ces avis? Moi, je dirais comme le dernier monsieur, c'est un peu un stéréotype parce qu'aujourd'hui, je pense que la femme est l'égale de l'homme au même titre que l'homme est l'égal de la femme. Quoi. Je veux dire, il n'y a plus l'homme va travailler, la femme reste à la maison, il s'occupe des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes seules qui gèrent tout toutes seules, justement sans l'homme, parce que l'homme a fait le choix de partir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je dirais qu'ils sont d'égal à égal et qu'il n'y a pas à tirer la couverture vers l'un ou vers l'autre. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans le comportement des hommes aujourd'hui? Je me tourne vers le public. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans le comportement des hommes? Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Nathalie Destrade. D'accord. Voilà. Et je suis bénévole à la ruche, à la Moulet. D'accord. Voilà, et je travaille là-bas, bénévole, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez alors sur les hommes? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le comportement des hommes aujourd'hui? Ils changent. Les hommes ont changé. Voilà, ils changent parce que des fois, ils ne savent pas trop quoi dire. Mais là, je trouve qu'ils changent. Ils essayent de mieux que c'est eux. Ils font des efforts pour changer? Dans la loi. D'accord. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre avis. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir? Non? Oui? Je vois là... Laurence, Centre Jean-Paul Coste. Bonjour. Oui, je crois que la place des hommes maintenant, et en tout cas leur positionnement, est sensiblement différent, mais aussi insidieusement parce que la place de la femme est simplement différente et de plus en plus fréquent que l'homme et la femme travaillent. Donc nécessairement, il y a une répartition des éventuelles tâches ou fonctions. Est-ce que c'est parce que les femmes ont bougé, justement, parce que les femmes ont investi l'espace public, qu'elles travaillent maintenant, qu'elles sont moins présentes à la maison, que du coup les hommes peut-être redéfinissent un peu leur rôle, Alors je sais pas... Je ne sais pas moi-même d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est la femme qui a bougé en premier ou l'homme. En tout état de cause, au vu de l'évolution de la société, nécessairement, et l'un et l'autre ont été obligés de modifier leur positionnement. Et je vois sur le centre social, de plus en plus de papas viennent amener et chercher leurs enfants au centre aéré, alors que tout l'espace... infantile de la famille était à la base, c'était la maman. Il est de plus en plus fréquent qu'un papa prenne sa demi-journée pour inscrire son enfant au centre aéré ou à des activités. Donc je crois qu'il y a une répartition simplement des fonctions ou des attributions, comme on le souhaite, en tout cas des qualités et des choses qu'on fait à la maison ou dans le couple pour que ça s'équilibre. D'accord. Merci Laurence pour ce témoignage. Alors, on va avoir besoin du micro sur le plateau. Merci Solène. Je souhaitais interpeller Marie-France Jurado sur ce que nous a dit Jean-Marc à la fin de ce reportage. Jean-Marc qui a dit peut-être que les femmes devraient laisser aussi la place aux hommes. Peut-être que c'était aux femmes aussi de laisser la place aux hommes. Vous pensez quoi, vous, de
Alors, cet avis-là? laisser la place aux hommes, ou est-ce que ce sont les hommes qui nous laissent leur place au jour d'aujourd'hui? Moi, j'ai entendu un petit mot qui était intéressant, c'était dans tous les cas, la femme est décideur. Bon. Et on parle à côté de ça de notion de chef de famille qui, en général, est dévolue à l'homme. Alors, bon, si on remonte au début du siècle, on a eu les guerres, les femmes ne travaillaient pas, il y avait des familles nombreuses, d'une dizaine d'enfants, c'était très courant. Les guerres sont arrivées, elles ne travaillaient pas, elles se sont mises au travail dans les champs, dans les usines, elles ont remplacé l'homme de fait. Alors c'était par nécessité, bien sûr. Ceci dit, moi ça m'arrange bien, donc la révolution entre guillemets féminine s'est un petit peu enclenchée à ce moment-là, jusque donc à partir des années 60 avec mai 68, etc. La naissance de la contraception, donc les femmes ont demandé donc leur indépendance, leur liberté individuelle, et partant de là, on commence à réfléchir à une égalité. Bon, il y a encore du travail. Bon, je rappelle juste que pour les tâches ménagères, de mémoire, je ne voudrais pas me tromper, grosso modo 80% des hommes qui ne participent pas aux tâches ménagères. Donc allez-y, vous ne gênez pas, parce que nous, on travaille aussi maintenant. On n'est plus du tout dans le même contexte de l'époque où la maman restait à la maison. Souvent, elle travaille par nécessité, parce qu'il y a la crise aussi qui est là, qui s'est rajoutée. Donc il faut ramener un petit peu plus de revenus, parce qu'il y a aussi les divorces, parce que prendre son indépendance entre guillemets, elles s'aperçoivent que finalement pourquoi rester avec un époux s'il n'y a pas une entente cordiale, alors qu'elles peuvent partir puisqu'elles ont un métier maintenant, bien souvent. Et ce matin, donc des échanges que j'ai eus, il y a également des femmes qui ne travaillent pas, qui ont le courage de partir quand ça ne va pas. Donc bravo à ces dames-là, parce que c'est pas facile. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui font que les rôles sont un petit peu inversés, pas vraiment inversés. On a donc des chefs de famille qui sont des femmes, familles monoparentales. Tout à fait. Oui. Voilà, les familles recomposées, où on récupère les enfants du premier conjoint, de l'ex-conjoint, enfin un petit peu tout le monde. Donc ça se complique un petit peu tout ça. D'accord. Voilà. Merci Marie-France Jurado pour cet avis. Alors, Monsieur Diop, vous êtes directeur du Centre social Jacques Brel. Et vous avez mis en place au sein de votre structure toute une série d'actions qui visent les papas, les pères. Vous avez notamment organisé un séminaire sur la place des pères. Alors, quel est le constat qui vous a mené à mettre ces actions en place ? Bonjour et merci pour nous avoir accueillis et de nous laisser nous exprimer un peu sur ce projet-là aussi. Et je suis venu avec un des papas d'ailleurs, Luc Lopez, qui est ici. Si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas faire cette analyse de la place du père. Je ne parle pas de l'homme. Oui. Je parle du père. Du père, oui. Voilà, donc c'est deux notions différentes. Parce que si on commence à parler de l'homme, on le met en opposition avec la femme. Et là, c'est un autre débat sociétal qui s'installe. Donc oui, pour nous, auquel cas, là, c'était l'homme au sein de la famille. Donc, voilà. sous-entendu, oui, non, mais le père, je veux dire, c'est important, puisque la société a aussi progressé, avancé avec le droit des enfants, le droit des femmes, etc., etc. Donc, faire allusion à l'homme, c'est éventuellement faire opposition à la femme. L'existence de l'autre est presque une forme de négation du vis-à-vis. Et là, c'est un autre débat, et nous, on s'exprime à partir de la place du père. D'accord. Voilà. Et ceci dit, c'est vrai que cette figure-là du père, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, était valable, je pense, jusqu'à une certaine période. Du Moyen-Âge, de l'Antiquité même, probablement le père... Vous parlez de la figure du père autoritaire, voilà, du chef de famille. Du chef de famille autoritaire. Je pense que cette figure-là était une figure sur laquelle l'ensemble des sociétés presque du monde ont fonctionné comme ça. Et il se trouve aujourd'hui que cette figure-là, elle est un peu dépassée. Je pense que ça n'est plus à l'ordre du jour, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de la famille recomposée, de la famille monoparentale, et je dirais même de la famille homoparentale, puisque aujourd'hui le débat aussi de la société interroge sur ça. Voilà. Donc à partir de là, moi je ne pense pas qu'il y ait une figure du père qui est un homme de l'autorité, au sens de la loi familiale, et une figure de la maman qui est de la mère aimante, comme il disait, maman poule. Voilà, je pense que ça, ce sont des schémas classiques que nous avons, et ces schémas-là ne fonctionnent pas. Et on se rend compte que les papas, parce qu'on a un groupe de parole de père qui fonctionne depuis 4 ans,
où des papas, une fois par mois, viennent tous les vendredis soirs au centre social, une fois par mois, et débattent, discutent avec une psychanalyste. Ils sont en moyenne entre 10 et 14 papas qui viennent débattre. Et cette discussion-là entraîne sur beaucoup de choses. Ces hommes et ces pères qu'on pense forts ou durs, ou représentant une figure de l'autorité, on se rend compte aussi qu'ils ont leur fragilité, qu'ils ont leurs doutes, qu'ils ont aussi leurs besoins d'amour et d'affection. Et c'est peut-être aussi l'éducation reçue qui fait que ces papas-là n'ont pas envie d'exprimer un peu cette faiblesse-là vis-à-vis de la société. C'est leur part de féminin, vous voulez dire? Leur part de féminité. Oui. Si cette part-là est féminin, rien ne dit que cette part-là est féminin. Je crois que cette part est dans chacun d'entre nous. Maintenant, effectivement, une société nous permet de l'exprimer plus ou moins. Et nous sommes autour de la Méditerranée, nous sommes autour aussi du Sud, avec une culture qui est celle que nous avons héritée. Et ce qui rend difficile un peu que l'homme puisse s'exprimer, en tout cas dans cette dimension d'amour, d'affect, etc. Parce qu'un garçon ne pleure pas comme une fille, parce que, etc. etc. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du chef de famille? On peut dire ça aujourd'hui? Dans l'image qu'on a de la famille classique, ou dans le droit même civil, on disait le père est le représentant du chef de famille. Ça, je pense qu'on doit revoir tout cela. Il a son rôle à jouer, il a sa place à jouer. Il faudra qu'il l'exerce avec la place que lui accorde aussi la maman. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme dans le management des sociétés, des entreprises, il faut une nouvelle dimension dans ce management-là, mais il faut aussi un nouveau regard du couple dans son ensemble et du père, la figure du père ne soit plus une figure d'autorité absolue et que ça se relativise et que les enfants aujourd'hui, dans leur façon aussi, où l'école apporte des choses, où les nouveaux outils technologiques apportent des choses, ils ont des connaissances, des façons d'être, d'apprendre, parce que le père transmettait des connaissances dans le passé, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sent qu'avec cette nouvelle technologie et les connaissances qu'on peut aller picorer un peu partout, on peut se demander, et c'est un père qui nous a fait cette réflexion en se disant, finalement, il a le sentiment qu'il n'a plus rien à apprendre à ses enfants, puisque finalement, il découvre plein de choses ailleurs, ils savent plein de choses par d'autres biais dont lui-même ignore l'existence de ces circuits-là. D'accord. Merci pour cet avis. Est-ce que dans le public, vous voulez réagir? Est-ce que les hommes qui sont présents aujourd'hui parmi nous, Monsieur Lopez par exemple, oui, vous qui avez participé à... Est-ce qu'on peut passer le micro? Alors vous qui avez participé à ces groupes de parole, c'est ça? Alors donc, bonjour. Monsieur Lopez, effectivement, je suis de Port-de-Bouc et donc bénévole au centre social Jacques Brel, où Monsieur Diop, en tant que directeur, vous a expliqué un petit peu notre démarche. Alors moi, j'aimerais déjà remettre un petit peu... non pas les choses dans leur contexte, mais rappeler un fait qui est indéniable. À l'heure actuelle, on cherche quel est le rôle du père, quel est le rôle de l'homme, mais je crois qu'on est un petit peu à côté de la plaque. L'homme et la femme ont toujours eu leur rôle. Alors, certes, en fonction des époques, en fonction des ethnies, mais l'homme a toujours été l'homme, qu'il soit le chef de famille, que ce soit le côté patriarcal, que ce soit le gendarme, il a toujours été là, présent, omniprésent. Vous voulez dire l'homme en tant qu'homme biologique, c'est ça? L'homme biologique, l'homme en tant qu'être humain et l'homme en tant que père. D'accord. L'homme était celui qui allait au champ ou à l'usine travailler pendant que maman faisait la cuisine, chose qui a changé et c'est très bien, on ne va pas polémiquer là-dessus. Et donc, à l'époque aussi, la femme avait son rôle. Ben, effectivement, elle cuisinait, elle s'occupait des petits. Donc, les rôles de chacun ont toujours été déterminés. La seule chose qui change maintenant et où on se pose des questions, et c'est pour ça que nous travaillons, c'est que par rapport à l'évolution sociale, par rapport à l'évolution technique, et par rapport à tout ce chamboulement qu'il y a eu, il a fallu réadapter et se repositionner. Et c'est ce que maintenant les hommes et les papas font, tout comme les mamans font. Parce que si on dit un papa prend une nouvelle directive pour élever ses enfants, ce n'est pas au détriment de la maman, ça ne veut pas dire qu'elle perd un rôle. Non, ce rôle, il y est toujours. C'est le travail qu'on fait. D'accord.
Donc c'est à chacun en fait de redéfinir un peu son rôle, sa place, c'est ça? C'est à chacun de le redéfinir en fonction de ses acquis. Individuel, hein? Et, tout à fait, Oui. tout à fait. À titre individuel. Jacques, merci pour cet avis, Monsieur Lopez. Voilà, Jacqueline. tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur Diop, je réagis un petit peu. Quand j'entends la place de l'homme, la place de l'homme, par exemple, dans la vie d'une femme, n'est pas que celle du père. C'est-à-dire que l'homme qui est dans ma vie n'est pas forcément le père de mes enfants. Ça peut être l'oncle, ça peut être mon nouveau compagnon, ça peut être l'homme en gros, comme je le pense, c'est le repère masculin. Enfin, l'autorité, c'est pas l'autorité militaire, mais c'est simplement un repère. C'est-à-dire qu'il y a une personne, pas forcément au-dessus de la mère, mais une personne qui a une certaine autorité qui, quand il tranche, on arrête le débat à ce niveau. Ce qui est important aussi, parce que ça donne des repères aux enfants. Justement, ce n'est pas pour contredire ni la mère ou pour être au-dessus de la mère. Je pense qu'à un moment donné, pour nos enfants, on a besoin de dire stop. Et il se trouve que le chef de famille, qui est le père ou qui est l'homme qui est dans notre vie, justement recadre un petit peu les choses et les met un peu à leur place, ce qui est très bien. Nous, ça nous aide. Je le dis en tant que maman parce que je suis mère de 2. Et je sais que le fait que je côtoie mes enfants tous les jours, ça crée un rapprochement qui fait en sorte que quand je deviens autoritaire, des fois ça peut être confondu parce que la mère poule, oui, mais après la mère autoritaire, la mère qui crie, qui gronde tous les jours au quotidien pour les enfants, c'est pénible. Donc on a quand même, malgré tout, on a besoin de l'homme qui vient là en repère, qui dit maintenant tu t'arrêtes. Et je pense que ça marche très bien parce qu'ils écoutent. Et c'est mieux comme ça, parce que la mère ne peut pas être en même temps douce, gentille, mère poule, et en même temps être autoritaire. Là, ça ne va plus, on ne va pas la reconnaître dans ce rôle-là. Oui. Mais parfois, Jacqueline, il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Les femmes qui élèvent leurs enfants seules sont quelque part un peu forcées d'avoir ce double rôle-là d'autoritaire et de mère poule. D'où justement la place de l'homme. Oui. L'homme, quand je dis l'homme, ça peut être... un homme dans votre vie. Viviane, vous vouliez dire quelque chose peut-être là-dessus? Ben oui, parce que moi je suis une maman célibataire depuis la naissance de ma fille. Le papa, ses responsabilités, les a pris en partant loin, loin, loin. Et aujourd'hui, en dehors de dire je veux voir ma fille pour les vacances, ben, il s'en occupe pas, il s'intéresse pas. Donc moi, oui, je suis je refuse d'être le père parce que je suis que la maman, mais je suis autoritaire. Je suis aussi la mère poule. Mais l'autorité, c'est moi. C'est moi le chef de famille, c'est moi... voilà, je suis tout à la fois. Donc le père, moi aujourd'hui, il est complètement absent, inexistant. Et honnêtement, je m'en passe très bien. Puisque j'arrive à vivre comme ça. Et on ne m'a pas donné le choix. Donc en fait, aujourd'hui, ouais, ça a évolué beaucoup. Oui. Donc les papas, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais nous aussi, les mamans, il y a des choses qu'on nous a plus ou moins imposées. Puisque à partir du moment où on nous a donné plein de choses pour avancer, bah, les pères, ils se sont dit, super, maintenant, on va se relâcher un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. D'accord. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui sont dans mon cas, plus que de mamans qui sont... Et peut-être pareil aussi dans l'autre sens. Il y a aussi peut-être beaucoup de papas qui élèvent leurs enfants seuls et qui, du coup, doivent avoir ce double rôle-là, à la fois d'autorité et de douceur, enfin, on va dire. Bon, ça c'est sûr, il doit y en avoir, j'en connais pas ou très peu, mais il est un fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup de mamans, familles monoparentales, qui élèvent seules leurs enfants et qui jouent les deux rôles. L'autorité, la mère, le père fouettard, tout. Et c'est très lourd à gérer, parce qu'en fait, en face de nous, l'enfant, ben, un coup, il va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, elle est souriante. Hier, elle était fermée. Et c'est super dur à gérer parce qu'en fait, on n'a pas d'appui, on n'a pas de soutien. Et la remise en question se la fait seule. Est-ce que vous êtes en train de dire que la place de l'homme dans la famille, elle est nécessaire à un moment donné pour l'éducation des enfants ? Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que moi, aujourd'hui... Quand vous dites que c'est difficile d'être à la fois la mère fouettard, la mère gentille... Oui. Moi, aujourd'hui, je me suis adaptée. Donc, effectivement, si je me suis adaptée, c'est que... involontairement, la vie a fait que j'ai pu m'en passer et que finalement, ça vous a sans être méchante envers les hommes, hein, mais moi aujourd'hui, je m'en passe très bien, quoi. Je veux dire, le père n'est pas là, elle n'a pas d'oncle puisque j'ai que des sœurs, mais à part son grand-père, voilà, quoi. Je veux dire, elle a un équilibre parfait, tout en n'ayant pas de papa.
D'accord. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, alors dans le public, oui, on va bientôt passer à la deuxième partie du plateau, mais j'aimerais juste que cette dame intervienne. Oui, vous pouvez vous lever, vous présenter, madame, merci. Bonjour, je suis Elisabeth, donc de Salon de Provence, à côté de Salon de Provence. En fait, je voulais rebondir sur ce que disait madame. Effectivement, l'absence du père physiquement peut poser problème à la maman, mais cette dame a rebondi en disant il y a l'image du grand-père. Donc quelque part, il y a une image masculine, une image d'autorité masculine. Et c'est important. Alors ça peut être le grand-père, ça peut être un voisin qui a une autorité naturelle. Et quand on est en difficulté, on peut rebondir vers ces gens-là. Enfin, je suis bien placée parce que je suis un petit peu dans cette situation-là depuis fort longtemps. Et parfois, quand on a une situation un petit peu, je dirais, tendue avec les enfants, on est maman poule, mais on est autoritaire. Et quand vraiment ça bloque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de discussion, on n'a plus l'écoute de ses enfants, on peut se reporter vers quelqu'un d'extérieur, vers un homme qui aura une autorité. Ça peut être un voisin ou un ami, etc. Le grand-père, c'est une image très forte aussi. Donc l'image de l'homme reste là, même si ce n'est pas votre compagnon. Oui, Voilà. mais ça reste le grand-père, et comme dit mon père, donc en tous les cas, c'est moi l'avantage que j'ai que les avantages et pas les inconvénients parce que je suis le grand-père. Donc pour lui, il n'a pas l'autorité sur ma fille. Il ne peut que l'écouter et lui expliquer que ce que moi je lui dis. Voilà, tout à fait. Mais il va vous épauler. En il ayant va pas... épauler ma fille en lui expliquant que ce que moi je lui dis, j'ai raison. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà. C'est pas. Tu dois C'est un autre rapport C'est une autre encore approche. que une autre approche. C'est pas, il la punit pas. Enfin, c'est vraiment un autre rapport. Mais c'est un soutien indirect, mais c'est un soutien Oui, et une mais référence. c'est pas une autorité pour elle. Mais c'est une référence malgré C'est une tout. référence de figure Voilà. masculine, en tout cas. Mais je vous remercie pour cet avis. Eh bien, on a parlé de l'homme et de la femme, donc un couple. Et quel couple ? Point d'interrogation. Eh bien, c'est notre deuxième reportage. Donc, que représente le couple pour vous ? C'est ce que nous avons demandé à ces messieurs et à cette dame. Donc, c'est notre deuxième reportage pour cette deuxième partie du plateau. On regarde ensemble et on en discute après. Représente le socle familial. Quand on est marié, c'est l'homme et la femme, deux personnes. Et le partage de la vie quotidienne et tout est partagé en fonction de la disponibilité de chacun. Le couple, pour moi, représente l'équilibre de la famille. Ça va peut-être être une banalité, mais c'est d'être là, d'être toujours ensemble. On va dire, pour partager les bons moments comme les mauvais. Surtout quand vous avez une femme qui est malade depuis quelques années. Le couple, c'est le pilier de la maison. Si le couple il tient debout, c'est-à-dire les deux qui se tiennent bien, c'est que la maison est solide, le pilier. Si ça commence, un pilier bouge... ou un pilier plus solide que l'autre, c'est que ça ne va pas. Une vie en couple, c'est tout partagé. Le quotidien, à la maison, on se partage les enfants aussi, faire les devoirs, faire des révisions, s'occuper des petits, des fois les faire sortir et jouer. On partage tout. Je raconte tous mes secrets. Elle, pareil. Ça veut dire que c'est la moitié. Alors le couple, ça représente l'épanouissement déjà, dans un premier temps. Puis c'est la vie, si je puis dire. Avoir des enfants, fonder une famille, se réaliser. C'est aussi connaître le bonheur en un sens. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a quand même des difficultés par rapport au couple. Parce qu'on vit dans un monde où tout est consommable malheureusement. Et il faut se poser la question de est-ce que l'amour c'est consommable aussi ? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, d'après les statistiques, c'est un couple sur 3 qui divorce. Donc ça fait un peu peur. Maintenant voilà, je pense que par la simplicité, aujourd'hui, un couple il peut perdurer dans le temps, quoi.
Eh bien voilà, c'était le deuxième reportage donc sur les représentations du couple. Donc pour m'accompagner sur cette deuxième partie d'émission, Christine Cumbo du CIDFF de Marseille. Donc c'est le centre d'information du droit des femmes et des familles. Sur les droits des femmes et des familles. Et des familles, voilà. Jocelyne Labattu de SOS Femmes Marseille. SOS Femmes 13 de Marseille, et Jacqueline qui est toujours là avec nous, et Odile qui est venue avec le centre social La Grande Bastide. Donc le couple, alors qu'est-ce que vous avez pensé, Odile, de ces interviews sur le couple? Avec de nombreux avis. Bon, alors c'est l'équilibre, le partage. Et il y a aussi ce jeune à la fin qui dit que de nos jours, ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de couples qui divorcent. C'est quoi votre avis là-dessus? Moi, je pense que le couple, si on se fait confiance, bon, c'est sûr, quand on se marie jeune, bon, on croit que tout est beau et bon. Des fois, il y a des hauts et des bas, mais je pense que si on se fait confiance, qu'il y a beaucoup de communication et qu'on se dit tout, je pense que le couple peut durer longtemps si l'homme et la femme font des concessions, bon, parce qu'il faut quand même que l'homme aussi fasse des concessions autant que la femme. Et après, les enfants, quand il y a les enfants, il faut être toujours autant épouse que mère. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus mères qu'épouses par la suite. Et vous pensez que donc, ça peut amener des difficultés dans le couple? Oui, énormément. Énormément. Bon, enfin, moi, j'ai eu des cas dans ma famille, donc voilà. D'accord. Et je pense que être mère et épouse en même temps, on peut réussir à le faire. Enfin, bon, moi, j'ai réussi dans mon couple, donc bon, voilà. Faut nous donner la recette? Bon, malheureusement, bon, maintenant, je suis veuve, donc bon, c'est... Voilà, mais sinon, voilà, et puis je dis, il faut se faire confiance, voilà, comme disait dans le reportage la dame là, je pense, qu'il faut tout faire ensemble, et puis voilà, quand les enfants ils sont malades, autant l'homme que la femme doit se lever la nuit, doit changer les enfants quand ils sont bébés, je veux dire, l'homme et la femme, ils doivent être à titre égal. D'accord, donc c'est le partage à égalité. Voilà. Et ne pas... Alors, est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent donner leur avis sur que représente le couple? Oui, Marie-France Jurado, oui, allez-y, vous passez le micro. Merci. Oui, que représente le couple? Mais tout à l'heure, on a parlé de... Madame Jurado, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je vous en prie. C'est la journée depuis 8h du matin. Voilà, on a parlé, donc la dame Jacqueline, je crois, a parlé de l'homme autoritaire, la femme un petit peu, voilà, il faut qu'il y en ait un qui tranche, etc. Bon, les rôles ne sont pas toujours aussi clairs, peu importe lequel a l'autorité et lequel est plus tendre, du moment que ça se fait naturellement dans le couple. Donc ça peut être l'inverse. Moi, ça ne me pose pas de souci quand c'est le cas. Le souci se pose, c'est quand, pour l'autre dame là, qui vit toute seule avec ses enfants, c'est quand on peut très bien être seul en fait en étant accompagné avec le mari qui est démissionnaire. Auquel cas, là c'est pareil, la maman, il va falloir qu'elle assume le rôle de père, le rôle de grand-père si en plus les grands-parents ne sont pas là, et c'est souvent le cas parce qu'on habite loin de nos parents, qu'elle fasse tout en fait. Je dirais qu'à la limite, il vaut peut-être mieux être seul qu'avoir un papa démissionnaire, parce que les dégâts sur les enfants sont terribles psychologiquement, puisque du coup, ils n'ont plus d'image du tout de père, qu'il soit tendre, qu'il soit autoritaire, peu importe, mais ils n'ont plus d'image de père, mais de l'image de quelqu'un qui ne s'occupe pas d'eux. Voilà. Même s'il est présent juste physiquement? Il peut être présent physiquement, sans intervenir, en se disant de toute façon elle va décider de tout, moi je ne prends pas de risque, comme ça si elle se trompe, c'est forcément elle qui a tort, parce que c'est pas simple de dire non aux enfants. Voilà, donc il est absent de toute façon. D'accord. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, alors je m'adresse à tout le monde là, au public, à mes invités, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, peut-être les hommes aujourd'hui ont un peu peur de la superwoman? La femme qui assure partout. Vous ne pensez pas que ce modèle-là de femme, la femme qui travaille, qui s'occupe des enfants, vous ne pensez pas que ça peut un peu faire peur aux hommes? Messieurs, j'aimerais bien avoir l'avis des hommes dans la salle, si possible.
Soyez pas timide. On vous met à l'honneur pour la journée des femmes. Prenez la parole. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Carlier. Je sais pas, j'ai une réaction qui serait personnelle et puis une réaction qui l'est peut-être moins par rapport à la question qui est plus de société. C'est vrai qu'on a un peu tendance à dire ça sur un plan social général. Personnellement, j'ai qu'une petite expérience de 45 ans. Et c'est vrai que je ne le ressens pas du tout comme ça. Par contre, je ne sais plus bien quel idéal de couple j'avais il y a 40 ans. Et il s'est peut-être modifié au fur et à mesure. Sauf qu'aujourd'hui, je pense vraiment que la vie de couple est faite beaucoup de... Alors surtout pas de compromission, mais au moins de concessions, comme c'était dit tout à l'heure par madame, et que finalement je l'imagine moi comme étant aussi pour moi une façon de bouger et de grandir, quoi. Et que actuellement je le regrette pas du tout, et je pense que je le regretterai pas. Très bien, merci Jean-Marie pour cet avis. Alors Christine Combo, donc vous travaillez au CIDF. Le micro va revenir, le temps que je vous pose ma question. Quel est votre avis un petit peu là, sur les représentations du couple, vous qui travaillez avec un public féminin, mais des familles aussi, parce que vous informez les familles. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir peut-être un peu sur la question précédente et par rapport à ce que monsieur disait, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les femmes soient devenues, entre guillemets, des superwomen. Parce que en fait on ne se le représente pas forcément comme ça, mais les femmes ont toujours travaillé à l'extérieur de la maison, à part dans les classes bourgeoises où la plupart du temps effectivement elles restaient à la maison, mais dans les milieux de façon très très générale, peu populaire ou moyen, les femmes ont toujours travaillé, sauf que ces emplois-là n'étaient souvent pas valorisés du tout. Mais il fallait bien faire tourner la famille, bouillir la marmite, etc. Et donc le travail des femmes a toujours eu son importance. Madame Jurado tout à l'heure parlait de l'apport important des femmes pendant les guerres, qui sont allées effectivement à l'usine, au champ, etc. aussi pour faire tourner le pays, en sachant qu'effectivement dès que la guerre a été finie, on a vite renvoyé tout le monde, toutes les femmes dans leur foyer, en leur disant c'est bon, on n'a plus besoin de vous, il faut laisser la place aux hommes, alors que du coup elles avaient bien montré effectivement à la face du monde, pour ainsi dire, qu'elles étaient tout à fait capables de faire tourner un pays, pour ainsi dire à elles seules, puisque les hommes étaient tous au front ou morts. Donc je pense que la différence qu'on a pu voir depuis les 40-50 dernières années, elle vient plus de ce que les femmes peut-être exigent plus des hommes, y compris au niveau du couple, puisqu'on est plutôt sur la thématique du couple, qu'elles demandent plus à ce que ce travail-là, leurs compétences soient prises en compte en fait, et reconnues. Donc je pense que c'est là que peut-être l'articulation a commencé à se mettre en place et que l'évolution a commencé à se faire d'une certaine façon. Et c'est peut-être en ce sens-là que les hommes ont pu se sentir ou peuvent se sentir un petit peu déstabilisés, parce que ça remet en cause effectivement un équilibre qui a été mis en place depuis des siècles, depuis effectivement la préhistoire, avec tout ce système de patriarcat qui existe effectivement, comme M. Diop disait aussi, bon, dans la grande partie du monde. Et à partir du moment où les femmes ont commencé à dire voilà, ce que je fais à l'extérieur, mes compétences, etc., ont de la valeur. Mais pour que je puisse en faire plus, me développer, évoluer, etc., j'ai besoin que toi, en tant que mon compagnon, mon mari, etc., j'ai besoin que toi aussi, tu me donnes cette possibilité, que tu t'investisses plus au niveau de la famille et des enfants quand il y en a. Oui. C'est ça qui a été un petit peu certainement déstabilisant. Voilà, je pense que ça se situe peut-être un petit peu là. Et juste pour conclure, peut-être, je ne veux pas parler trop longtemps, monopoliser la parole. Non, je vous en prie. Je pense qu'on est vraiment là, depuis tout à l'heure on parle de couples hétérosexuels, effectivement, on parle d'hommes, de femmes, de pères et de mères.
Je pense qu'il faut inclure vraiment dans la relation de couple aussi les couples homosexuels, dans la mesure où l'attribution des rôles auprès du compagnon, de la compagne, auprès des enfants, etc., existe aussi, et de la même façon, dans la mesure où on est deux, voire plus, parce qu'il y a la famille élargie, il y a l'école, l'entourage, le centre aéré quand ils sont petits, les établissements scolaires plus grands, etc. Tout cet environnement-là joue à l'éducation des enfants et à leur donner des repères et une vision de ce qu'est un garçon, une fille, un homme, une femme dans la société d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ben, merci pour cette analyse. Alors parfois dans le couple, la communication passe mal. Alors on va aborder un sujet pas très joyeux, mais c'est une réalité. C'est la violence faite aux femmes. Alors je tiens à en parler aujourd'hui parce que chaque année l'ONU, pour la Journée internationale des droits des femmes, donne un thème. Et cette année, le thème, c'est la violence faite aux femmes. Donc, je voulais un peu qu'on en discute avec vous, Jocelyne. Donc, vous qui travaillez à SOS Femmes 13. Donc, en fait, c'est deux associations qui ont fusionné, c'est ça? Anciennement, oui, j'ai rajouté le 13 parce qu'en fait, nous avons fusionné avec Istres, donc le passage d'un CHRS, et nous venons de fusionner aussi avec Aix-en-Provence. Donc, on nous a demandé qu'on s'appelle SOS Femmes 13 au niveau du département. Voilà, c'était juste pour informer le public. Et donc, on rayonne au niveau du département des Bouches-du-Rhône. D'accord. Donc, à un moment donné, quand la communication ne passe plus, il arrive qu'on bascule dans la violence. Qu'est-ce qui peut amener un couple à basculer dans la violence? Alors là, c'est le démarrage. Lorsqu'un couple, effectivement, se forme, c'est ce qui bascule souvent en premier dans la violence, c'est l'arrivée d'un enfant, où ils sont plus deux, mais ils sont trois. Et l'arrivée de ce petit enfant est compliquée, surtout pour l'homme. Et donc, comme disait le reportage, effectivement, il y a un des piliers qui s'écroule. Et ce pilier-là, ça déstabilise complètement. Il s'écroule avec violence, puisque ça amène à une séparation très, très douloureuse. Et donc il y a tout un cheminement avant que cette femme et cet homme décident de se séparer, même si la violence est toujours là. Ça met des années, voire beaucoup, beaucoup de temps. Pour qu'en fait, après, la séparation, on n'a pas le choix. Donc la femme d'un côté et l'homme de l'autre côté, et la femme emmenant les enfants. On se retrouve aujourd'hui avec quelque chose d'assez compliqué, puisque les enfants sont également exposés à la violence. Donc on a des conséquences très très graves au niveau de l'environnement, au niveau des comportements des enfants à l'école. Et c'est quelque chose qui se joue de plus en plus, nous, qu'on voit de très près au niveau de nos centres d'hébergement. D'accord. Donc, il y a tout un travail qui se fait au quotidien par rapport à ces femmes seules qui arrivent et qui doivent prendre en main la famille. Mais pour prendre en main cette famille, les choses sont faites très très brutalement. Elles n'ont pas le choix et donc elles doivent partir du domicile conjugal. D'accord. Donc oui. C'est là où c'est très très compliqué au niveau de cet accompagnement. D'accord. Juste pour dire un petit peu au niveau de vos actions. Vous accompagnez, il y a un accueil à la fois téléphonique, mais il y a aussi tout un accompagnement dans les démarches pour essayer de se reconstruire. Au niveau de SOS Femmes, en fait, on a 4 axes d'activité. On a la partie accueil, où les femmes viennent soit orientées par un travailleur social, ou bien viennent elles-mêmes et ont décidé de franchir la porte de SOS et faire tout un travail. Ou alors, effectivement, c'est la violence très forte, elles n'ont plus de logement, donc elles rentrent dans le centre d'hébergement. Ensuite, on accompagne après la sortie du centre d'hébergement pour leur permettre d'avoir un logement. Et on fait tout un travail également au niveau du département, dans le cadre de permanence et de réseau, pour pouvoir sensibiliser et former les assistantes sociales et pour se rapprocher au mieux de cette population qui est là, mais qui n'ose pas venir, parce que la violence conjugale, c'est un tabou. Aujourd'hui, on n'en parle pas et chacun de nous a été plus ou moins confronté indirectement à une femme qui est venue et qui, on le dit pas, c'est le tabou au sein de la famille et ça reste avec des conséquences très très douloureuses à la fois pour cette femme qui est mère aussi et pour les enfants. J'en ai un peu parlé tout à l'heure.
D'accord. Donc, voilà. Alors ça serait, c'est vrai que c'est un peu rapide ces interventions, et c'est un peu, mais je crois que oser en parler. Et si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous sentez un petit peu cette fragilité, je crois qu'il y a le 3919, c'est un numéro national que chaque femme peut appeler, et de là on la renvoie sur le régional, voire sur le départemental. On fait partie d'une fédération nationale Solidarité Femmes qui porte ce numéro, et rappelez-vous de ce 3919, jour et nuit fonctionne et les femmes peuvent appeler. Et ensuite, il y a des orientations vers les permanences pour les Bouches-du-Rhône ou dans tous les départements de France. Puisqu'il y a 60 associations qui font partie du réseau Solidarité Femmes. Voilà, ouais, je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est le thème aussi de la Journée internationale des droits des femmes. Et ce n'est pas anodin si l'ONU a choisi ce thème-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, je pense. Alors nous sommes en fait suivis par des gens sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et donc il y a Henri qui nous pose une question par rapport à ce que vous venez de dire, Jocelyne. Pourquoi ça doit être un problème, le fait qu'un enfant arrive? Moi, je pense plutôt que ça serait un autre lien plus fort dans la famille. En fait, c'est un problème parce qu'à partir du moment où monsieur était avec sa compagne seule, il avait ce qu'on appelle l'amour exclusif de cette compagne. Et là, chacun de nous qui a été mère savent que lorsqu'un enfant arrive, l'amour est plus exclusif. Il y a cet enfant qui est là et c'est plus compliqué les premiers temps. Et il y a un insupportable pour certains hommes de dire non, là, c'est pas possible. Moi, je l'ai plus pour moi. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, c'est la violence qui s'instaure. Et la violence, elle s'instaure dès le retour de la maternité, malheureusement, où lui pense que le petit enfant n'entend pas, mais il entend tout. Et c'est encore plus grave. Et il y a des témoignages d'enfants qui ont parlé par la suite, avec des réminiscences de souvenirs et des coups qu'ils entendaient. Ensuite, après, s'installent des choses plus compliquées. Quand il revient de l'école, maman, elle a les yeux rougis. Maman, elle a pleuré parce que, effectivement, ça s'est très, très mal placé dans la journée. Et c'est des choses très, très difficiles. Et c'est vrai, c'est souvent l'arrivée du premier enfant qui donne lieu à cette violence. Et c'est souvent aussi quand il touche l'enfant très fortement physiquement qu'elle dit non, là, stop. Je prends ma valise, je m'en vais avec mon enfant. Et c'est là aussi qu'elle part du domicile conjugal. D'accord. Elle part du domicile conjugal alors que la loi aujourd'hui, depuis 2006, l'autorise à rester dans le domicile conjugal. C'est éviction donc du conjoint, mais elle ne peut pas rester dans ce lieu-là. Il faut faire évoluer cette loi aussi. Elle préfère partir. C'est passé des choses trop compliquées, trop difficiles, trop douloureuses pour qu'elle reste dans le domicile. Partir pour recommencer sur une nouvelle base. Souvent, elles vont dans la famille et elles restent un temps dans la famille, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, elles arrivent dans nos centres d'hébergement. Et là, on fait un accompagnement social bien spécifique. Eh bien, merci et bravo pour tout ce travail-là que vous menez auprès des femmes. Nous allons continuer donc avec un troisième reportage et une troisième question. Nous avons parlé de la place de l'homme, du couple. Et bien maintenant, comment améliorer les relations homme-femme? C'est la troisième question que nous avons posée. On va tout de suite regarder donc les témoignages et on en discute juste après. Pour améliorer le dialogue. Le dialogue est très important. Parce que quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, on ne peut pas aboutir à ce qu'on veut. Vous savez, quand on ne parle pas, on ne résout pas les problèmes. Il vaut mieux s'exprimer pour pouvoir trouver des solutions. Améliorer les relations hommes-femmes au quotidien, je pense que voilà, ça va. Je vais revenir sur les petits codes à l'ancienne, mais c'est la communication. Pour améliorer, il y a deux choses qu'il ne faut pas les faire. C'est nécessaire. La première chose, il ne faut pas parler mal entre le couple. Deuxième des choses, il faut parler les mains dans les poches. Je parle ça pour les hommes. C'est-à-dire la main, c'est pas dans le visage de sa femme. Améliorer, pour moi, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'autre. Parce qu'on a besoin de l'autre. Et comme on dit, une seule main ne peut pas applaudir.
On a besoin des deux mains. Il ne faut pas toujours penser à soi, toujours penser à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer, on peut avoir une vie agréable. Donc voilà les recettes de ces hommes et de ces femmes pour améliorer les rapports entre les hommes et les femmes. Jacqueline, à qui j'ai oublié de donner la parole en deuxième partie. Oh, la vilaine. Est-ce que vous voulez donner votre avis sur ce qu'ont dit ces messieurs, sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses entre les hommes et les femmes? Je dirais que c'est vrai que c'est pas facile. Un couple, pour moi, déjà, c'est un socle. C'est vrai que dès que ça bascule, tous les occupants aussi, malheureusement, subissent les conséquences. Et c'est difficile aujourd'hui, avec l'évolution de la société et tout ce qui se passe autour, c'est très compliqué de mener à bout le couple. Mais bon, je me dis que chacun y met un peu de sa recette et de sa volonté, justement. Donc, je me dis qu'il faut discuter. Il faut beaucoup parler, même si on parle tous les jours, il faut quand même parler, exprimer, dire ce qu'on n'aime pas. Parce que pour moi, le couple, je vais un peu décaler un peu de l'idée générale qui dit que le couple, il faut regarder dans le même sens, il faut se dire les secrets, il faut se... Pour moi, le couple, c'est déjà deux personnes de cultures différentes, d'éducation différente. C'est sûr, nous n'avons pas été élevés par les mêmes parents. Donc nous venons chacun avec quelque chose pour mettre dans le pot commun. Et on a envie de bien faire, des fois, même quand on fait mal. Mais il faut discuter. Si on ne dialogue pas, on ne va pas arriver à justement ça. Et je me dis que l'idée du couple aussi, c'est que c'est des personnes libres. Il faut qu'on soit... Enfin, j'aimerais, moi, être libre dans mon couple. Si j'ai envie d'aller au cinéma, il faut que j'aille au cinéma. Si mon mari veut faire jouer au foot l'après-midi avec des amis, je me dis que c'est toutes ces restrictions, ces cadres qui font en sorte que les gens, à un moment donné, se sentent mal à l'aise et se sentent étouffés et ils ont envie de partir ou alors ils commencent à être peut-être un peu agressifs. Par contre, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est l'enfant, la venue d'un enfant qui déstabilise ou qui pourrait déstabiliser. Pour revenir à la deuxième partie. Pour revenir à la deuxième oui. partie, parce que je suis même pas du tout d'accord, parce que je me dis, aujourd'hui, on a des problèmes avec des enfants qu'on amène chez les psychologues et autres, parce que des fois, les enfants, même aujourd'hui, ils se disent, ah, c'est ma faute si papa et maman se sont battus, c'est ma faute, c'est parce que je suis venue. Non, non, chacun a sa responsabilité. L'enfant qui arrive, on l'a désiré. L'enfant est là, au contraire, ça devrait nous mettre vraiment, enfin, je veux dire, c'est un événement heureux qui arrive pour compléter la famille. Je pense que c'est le souhait d'un couple. Et quand on en arrive là, on est content. On ne peut pas jeter la responsabilité sur les enfants. Non, je pense que... Parce que nous avons oui. déjà peut-être nos problèmes avant que l'enfant n'arrive. Bien ou sûr. alors on a été fatigué par l'arrivée de l'enfant. On est quand même content. Mais si on est fatigué, c'est à nous de voir, comment résoudre nos problèmes, justement, en dialoguant, en partageant, justement, en étant aussi libre dans le couple. Oui, je pense, juste pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que parfois, peut-être, les hommes, lors de la venue d'un enfant, se sentent un petit peu mis à l'écart, surtout quand les mamans allaitent. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, parce que ça crée vraiment pour celles qui ont allaité ici et qui savent ce qu'implique la relation avec son enfant quand on l'allaite, c'est vrai que c'est une relation fusionnelle, et c'est vrai qu'un homme, un père, peut se sentir tout d'un coup exclu de cette relation-là. Je pense que c'est ça qu'a voulu tout à l'heure nous expliquer Jocelyne pour nous parler. Le fait de se sentir exclu, ça peut être difficile à vivre pour un homme, sans pour autant dire que c'est la faute de l'enfant. C'est juste ce sentiment-là d'exclusion, d'un coup de se sentir étranger face à cette femme qui est l'épouse de cet homme. Voilà. Oui, je pense que c'est plus ce sentiment d'exclusion. Exclu parce que je me dis, il faut faire la part des choses. Je n'ai pas une recette magique parce que dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été ça, pardon.
Je me dis que chacun doit trouver sa place. De toute façon, Bien sûr. c'est pas l'homme ou le mari qui va allaiter le bébé. De toutes les façons, il faut bien que ce soit la maman parce que c'est elle qui peut le faire. Non, mais par exemple, une maman qui allaite peut dire de temps en temps, tirer son lait et dire à son mari, ben tiens, tu donneras le Pourquoi biberon pas, à ton c'est une enfant très bonne pour idée. l'impliquer dans la relation. Tout à et fait. je pense que c'est C'est une très bonne idée si ça arrive dans des couples et ça se passe très bien. Maintenant, après, c'est à nous, les adultes, de gérer qui se lève la nuit, cette fois-ci, ou alors qui va faire sa petite sieste pendant que... Je me dis, on se relaie, on essaye de partager un petit peu ces responsabilités c'est un moment compliqué pour tous les couples. Bien Mais bon, entendu, après, il faut oui. qu'on soit soudés pour faire ensemble. Merci Jacqueline. Naïma, donc on a vu dans les interviews, Naïma, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, vous avez déjà donné votre avis avec Saïd, vous, c'est beaucoup ça passe beaucoup par la communication, la confiance. C'est étaler le problème, c'est à l'écoute de l'autre. Parler des problèmes. C'est de parler des problèmes, à l'écoute de l'autre, de toujours la patience, parce que c'est pas facile d'adapter le caractère de l'autre, l'un à l'autre. Donc il faut dialoguer, il faut y aller, il faut pas avoir peur de parler de ses problèmes, de se confier. Voilà, de dire tout, de se dire tout. D'accord. Et je crois à deux, on arrive à prendre le bon chemin pour éduquer les enfants, pour tous les problèmes de la vie. À surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves de la vie. Merci Naïma. Est-ce que dans le public, quelqu'un a... Oui, Monsieur Lopez, là, au premier rang. Solène, merci. Pour améliorer les relations femmes. Alors, deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va d'abord répondre sur le troisième thème, puis après je vais revenir sur le deuxième thème aux deux personnes là. Mais ce qu'on peut faire pour le troisième thème, c'est avant tout de remettre sur le tapis ce que je n'ai encore pas entendu aujourd'hui. On parle d'enfants, on parle de couple, on parle de relations, on ne parle pas d'amour. Et ça me choque un peu. Ah. Eh bien, vous le faites et c'est très bien. Mais disons que au niveau des débats, où on commence à parler de la venue d'enfants, qu'on ne parle pas d'amour, ça me perturbe un petit peu. Et ça me ramène à au deuxième thème. On parle de l'arrivée de l'enfant, mais si on ne parle pas de l'amour, effectivement, dans les cas qui ont été recensés et qui, possible, créent des divorces ou autres, ou de la violence, parce que l'enfant prend l'amour entre guillemets du papa, et inversement aussi d'ailleurs, je vous rassure, on parle de la violence des femmes, mais aussi la violence des hommes. Bien entendu. Ça, c'est dans les statistiques, c'est dans les cas que vous traitez, et Dieu sait qu'ils doivent être nombreux, mais qui ne sont pas une généralité. Qui ne sont pas une généralité parce qu'un enfant, quand il arrive, c'est la plus belle chose qui est, et vous le savez tous autant que moi, vous êtes tous des papas, des mamans. Nous sommes dans une société maintenant où on a le bonheur de pouvoir assister à l'accouchement de son enfant. Chose qui n'existait pas avant. Moi, mon aîné a 34 ans. Je l'ai vu arriver. J'ai coupé le cordon ombilical. C'est quelque chose de magnifique. J'ai vu mon épouse allaiter. Je n'ai pas été jaloux qu'il y ait touché les tétés de ma femme. J'étais fier et heureux de ce que cette femme, la mienne, avait fait et faisait. Et ces notions-là, elles sont toujours. Bien sûr, donc, mais c'est peut-être pas toujours aussi facile pour certains hommes, Monsieur Lopez. Il y a certains hommes qui peuvent très mal le vivre. Certains, ça, mais c'est pour une moi, réalité. C'est vrai, et ça fait partie des statistiques que ces gens ont et sur lesquelles ils travaillent par rapport aux violences faites aux femmes. Et c'est une réalité, mais c'est une réalité minime. Moi, ce que je fais, le travail qu'on fait, c'est une généralité, pas des minima. Vous parlez de la violence faite aux femmes? Tout, la violence aux femmes et la violence faite aux hommes. Si vous voulez, c'est sur le côté minime. Il faut en parler, certes. Il ne faut pas le négliger et faire ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Je suis d'accord. Mais quand on parle de relations hommes-femmes, quand on parle comment améliorer des problèmes dans un couple pour éviter les problèmes et les dérives que l'on rencontre aujourd'hui, là, on s'adresse à une généralité. Et dans la généralité, ce n'est pas le cas qu'on vient d'évoquer. Donc, pour revenir sur le troisième thème, aujourd'hui, c'est très facile pour réconcilier les couples. Il faut que tous les deux soient sur Internet. Il faut que tous les deux, pardon, soient sur Internet. Voilà. Malheureusement, avec Twitter et Facebook, avec Internet et les téléphones, les gens ne parlent plus.
Les parents ne parlent plus, les enfants ne parlent plus, les couples ne parlent plus, si ce n'est à travers des textos et des SMS. C'est une triste réalité, et elle est là. Je suis bien placé pour en savoir, j'ai un diplôme informatique et j'étais formateur justement pour tout ce qui était informatique, apprendre aux gens à naviguer, à se servir de l'ordinateur et à les mettre en garde sur les pièges que l'on rencontre avec cette technologie. Alors aujourd'hui, il faut un ordinateur à tous les deux, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pour revenir à ce que disaient les gens, le dialogue, la confiance. Puisqu'on ne peut plus le faire verbalement, que c'est tellement facile maintenant de pianoter, mais pianotons. Mais remettons à l'ordre du jour l'amour. Il y a eu de l'amour. S'ils se sont mariés ou unis ou fait un enfant, c'est qu'il y a eu de l'amour. Cet amour qu'il y a eu est toujours rattrapable. Toujours. On peut toujours raviver le feu, même s'il reste qu'une toute petite braise. Et même s'il n'y a pas de braise. Même s'il n'y a pas de braise. Voilà. Merci pour votre avis. Monsieur Lopez, vous pensez quoi de ce qu'il dit, Monsieur Lopez? Vous pensez quoi? Parce que moi, ça me fait penser, en fait, ce que vous avez dit ces derniers temps, pour relier un petit peu notre débat à l'actualité. Dernièrement, on a vu des papas monter sur une grue pour protester parce qu'ils n'avaient plus le droit de voir leurs enfants. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Il y a eu des décisions de justice concernant ces cas précis. Mais on voit qu'il y a des hommes de plus en plus qui protestent. Et on sait que, de manière générale, lors d'une séparation, c'est souvent la maman, quand même, qui a la garde des enfants. C'est quoi votre avis là-dessus? C'est normal pour vous que ce soit constamment la maman qui ait la garde des enfants? Pour moi, c'est pas normal. C'est vrai que c'est la triste réalité, parce que comme M. Lopez disait tout à l'heure, on traite les minorités, ces cas qui sont des cas particuliers, je dirais. Des fois, il y a de l'injustice quand même qui est faite aux hommes, parce que dans la plupart des cas, spontanément, on voudrait confier les enfants à leur mère, parce qu'on se dit, bon, c'est quand même un repère quand ils sont petits, ou alors... C'est vrai qu'il y a des hommes qui en souffrent, et ces cas-là sont aussi là, méritent d'en parler justement. Parce aussi. que c'est un peu quand même un décalage quelque part avec le fait de dire égalité homme-femme, on est tous pareils, mais quand même, quand sur certaines décisions comme ça, alors que c'est la loi, c'est la justice quand même. C'est triste aussi, c'est très triste, et puis il y a des hommes qui sont aussi battus. Il y a des hommes qui sont battus et qui sont... Mais ça, bon, comme ils ont honte d'en parler, c'est gênant de lever le petit doigt pour en parler. Les femmes, elles le disent. Vous pensez qu'il y en a peut-être plus que ce qu'on pense? Il y en a plus que ce qu'on pense. Et que c'est parce qu'ils n'osent pas en parler? Pour les hommes, c'est difficile. Enfin, je ne sais pas, un homme le dirait peut-être mieux que moi, que c'est très compliqué pour les hommes qui ont pu témoigner, justement. Pour eux, venir en parler, c'est très compliqué. C'est rabaissant. C'est comme s'ils ont perdu leur autorité, leur place dans la famille. Voilà. Oui, on est sur la dévirilité, en fait. Oui, merci. Allez-y, oui, on est Madame sur la Jurado. dévirilité, alors pas forcément que les hommes battus, moi j'en connais. On est généralement sur cette notion-là où l'homme se sent un petit peu moins homme. Alors je pense que c'est aussi le rôle des femmes de leur faire garder cette place d'homme, parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent des femmes, en tout cas pas moi. Voilà, donc on leur demande de rester des hommes, par contre de ne pas avoir honte, de s'occuper un petit peu plus des enfants, d'avoir ce petit côté qu'on considère féminin, mais qui pour moi n'est pas féminin, mais simplement montrer un petit peu plus leur sensibilité, qu'on leur apprend à cacher tout petit en fait. Hein. Donc c'est dans l'éducation que ça passe. Donc pour les hommes qui ont subi des violences, c'est encore pire, même si c'est terrible pour une femme, évidemment, puisque là, il se sent plus du tout supérieur, il perd complètement cette notion de je suis le roi, entre guillemets, on me respecte, etc., puisque, voilà, à la base, c'est quand même le rôle de l'homme, et donc il n'en parle pas. Voilà, donc moi je serais contente de les accueillir au niveau de l'association Femmes au Centre. Alors au centre du débat, on m'a posé la question, donc je le dis, parce que j'essaye de récupérer cette parole-là pour les accompagner, de même que j'ai bien l'intention, et je le fais, d'accompagner les femmes éventuellement, et je me rapprocherai de SOS
Voilà, D'accord. Femme 13, voilà, Ben, volontiers. on est très content que grâce à Odezone, Voilà. il y ait du lien qui Je qui tiens à se vous crée. remercier en tout Ben, cas de pour rien. nous avoir accueillis. Ben, vous avez parlé, après je vais donner la parole à Violette Gay, élue à la politique de la ville à Salon de Provence. Je voudrais juste revenir 2 minutes sur justement l'importance des modèles et des modèles qu'on transmet aux enfants, juste pour dire que peut-être ça commence par là aussi, améliorer les rapports hommes-femmes, ça commence aussi peut-être par l'éducation et les modèles qu'on transmet aux enfants. Alors souvent c'est les garçons, les petites voitures, la petite fille la dinette, tout ça c'est pas bon en fait, on peut le dire aujourd'hui. Non, c'est pas que c'est pas bon. De figer comme ça les enfants dans des complètement. rôles Oui, il faut pas les figer. dès l'enfance. Faut les laisser venir naturellement à ce qu'ils ont envie. Moi, j'ai 2 enfants, 2 grands-enfants. J'ai une grande fille de 29 ans, je suis grand-mère, alors qu'ils ne me ressemblent pas du tout. Donc, je dirais que parfois, le danger vient surtout des femmes, finalement, qui se laissent faire. Ne dites pas ça. Voilà. Et j'ai un grand-fils de 19 ans, un grand garçon. D'accord. Donc, il n'a rien d'une fille, je vous rassure, c'est bien un homme, mais qui a cette sensibilité-là. Voilà. Donc, moi, dans leur jeu, je les ai laissés faire. Bon, je ne vais pas dire qu'il a joué à la poupée, c'est pas vrai. Ça remonte quand même à il y a 20 ans, donc on était encore dans le bleu et le rose un petit peu. Mais voilà, il a quand même cette sensibilité. Vous n'avez rien voilà. imposé. Moi, je l'ai élevé dans le sens où je lui ai appris, comme je l'ai appris à ma fille, à respecter les autres. Et dans les autres, c'est pas une notion de sexe ou de genre, on va dire ça comme ça. C'est une notion d'humanité, d'être humain. Donc les femmes, les hommes, on est tous égaux à la naissance. Le partage, il se fait après, grâce à nos mamans, à nos papas. Je les remercie beaucoup. Je ne les ai pas écoutés, visiblement. Voilà, le partage se fait là. Et l'éducation nationale. Donc pour moi, ça passe aussi par là, Ça évidemment. passe aussi par l'école. l'éducation nationale, évidemment. Oui, merci Marie-France. Naïma, est-ce que vous avez des enfants ? Oui. J'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Est-ce que vous les faites participer à la maison ? Vous avez quoi, des filles, des garçons ? J'ai 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Vous les faites un peu participer aux activités de la maison ? Oui, oui. Les grandes, même le petit, des fois, les filles m'aident un peu. Donc, oui. Oui. Vous pensez que c'est important, par exemple, pour votre petit garçon, est-ce que vous pensez que c'est important que lui aussi participe, tout comme ses sœurs, à faire la vaisselle, son lit ? Ah oui. Oui. Il va être seul un jour. Oui. Donc, il a besoin d'apprendre comme ses sœurs. Donc, il fait son lit, il range ses affaires. Donc, tout à fait normal. Un garçon, c'est comme une fille, je trouve. Oui, vous pensez que c'est dès le départ Oui, dès le départ, dès jeune âge, comme ça. Merci Naïma. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un dans le public voulait réagir là-dessus ? Oui, on a une question là, ou un avis, et Jean-Marie aussi. Alors il nous reste peu de temps, donc on va essayer de faire des réponses courtes. J'ai aussi une question Facebook. Bonjour. Bonjour, Géraldine Hamzaoui, je suis une femme, une maman et assistante sociale par ailleurs. Et je voulais juste faire une mini-intervention sur ce qu'on a pu évoquer, notamment en cas de conflit. Enfin, je reviens un petit peu en arrière, là. En ce qui concerne, justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut éventuellement améliorer les relations dans les couples, y compris quand ça se passe très mal, parce que malheureusement, parfois, l'amour est assez proche, peut se transformer rapidement en haine quand on est justement dans des situations de divorce, etc. Et je ne sais pas si c'est ma profession qui me fait rebondir, mais en tout cas donner l'info. Parce que moi, j'ai découvert ça grâce à mon boulot, justement, c'est la médiation familiale. Et sans sortir comme ça un outil ou quelque chose qui est révolutionnaire, je pense que quand même le fait d'introduire du tiers dans la relation peut parfois quand même réengager le dialogue. Alors concrètement, c'est quoi la médiation familiale ? La médiation familiale, c'est des personnes donc, qui sont travailleurs sociaux et qui vous permettent, qui vous reçoivent, donc en couple, afin de permettre de pouvoir justement offrir un espace de parole. Oui. De manière à ce que le couple, en tout cas, alors souvent on est quand même dans des situations, on est proche, on est plutôt dans des situations de conflit et de divorce. D'accord. De manière à ce que quand même le papa et la maman, en l'occurrence là, puissent trouver des solutions eux-mêmes
Et ça permet aussi de réagir sur ce que vous disiez sur le mode de garde qui est souvent donné à la maman. Oui. Et je pense que c'est des espaces qu'il faut vraiment utiliser. Alors, vers qui on peut se tourner si on a besoin Là, en l'occurrence, en tout cas à notre niveau, il y en a au sein de la caisse d'allocation familiale. Oui. Mais également, je pense, en s'adressant à la maison de la justice et du droit, tout simplement. D'accord. Voilà, c'était juste, là, j'ai un peu ma casquette assistante sociale, mais pour autant, en tant que femme, de découvrir ces espaces, je pense que c'est important qu'on... Très bien. Qu'on l'utilise. Merci Géraldine pour cet éclairage. Marie, rapidement, un petit mot pour la fin. Très vite un mot, mais ça Oui. va un peu dans le même sens. Oui. J'étais un peu sidéré pendant la première partie, parce que je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est idyllique, enfin l'homme et la femme, ils ont changé leur place, là. Et moi j'ai l'impression... comment progresser, mais avec des travaux pratiques comme ce qui se fait depuis 3 ans, parce que je ne pense pas du tout, alors je suis peut-être un peu pessimiste, mais qu'on représente aujourd'hui ici la majorité de la société, et tout ce qui s'est dit, moi je trouve que c'est la transformation de ce que chacun a pu faire en lui, dans les groupes de parole, dans les centres sociaux, et je peux que souhaiter que... Moi je pense que c'est comme ça que ça viendra, parce que sinon on a un inconscient collectif qui nous pèse quand même assez fort sur la casquette, et je crois qu'on trouve là un peu voilà, les antibiotiques contre ça. Enfin, voilà. Donc je souhaite que ça puisse continuer, et pas exactement comme je l'entendais à la radio ce matin, comme la fête un peu pitoyable une fois par an. Et je trouve que là, ce qui est bien, c'est que oui, tout à fait. Voilà, il y a quelque chose derrière. Bon, voilà, c'est tout. Oui. C'est pour ça que pour la journée des droits des femmes, Eau-de-Zone a pour tradition d'organiser un plateau télé avec une réflexion et des prises de parole, justement. Alors, j'ai une question pour vous, Jocelyne, de SOS Femmes. On va vous passer un micro. C'est Caroline qui nous demande, là, sur Twitter ou Facebook, par rapport à la violence faite aux femmes, comment combattre, comment s'en défaire et l'éviter? Alors, c'est une vaste question, mais est-ce que vous pouvez... rapidement donner des pistes à Caroline? Je crois que tout le travail que l'on peut faire déjà en termes de prévention, puisque nous faisons des interventions au sein des collèges, des lycées, déjà auprès des publics filles et garçons, où ça peut, je crois, éclairer et être force de proposition par rapport lorsqu'il y a formation du couple déjà. Parce que cette violence que j'ai citée tout à l'heure, elle existe. Et puis, pour dire quand même tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt en France sous les coups de son conjoint. Donc, ça existe, et je crois que c'est pas à dose homéopathique, malheureusement. Oui, donc, une femme, c'est une femme de trop. Voilà, une femme, c'est une femme de trop. Et par rapport au conseil, justement, ce travail de prévention, on le fait au niveau des associations, au niveau départemental, au niveau national. Et ces interventions au niveau des collèges et des lycées est importante. Je vous ai parlé après du travail qu'on fait, sensibilisation ainsi que formation au niveau des travailleurs sociaux, qui sont aussi un travail de prévention, parce que la femme qui arrive chez l'assistante sociale, qui demande à faire un papier, derrière, il y a peut-être autre chose. Et si elle a fait cette formation-là, elle pourra justement aller en termes de prévention et pouvoir aller peut-être vers la médiation dont parlait la collègue tout à l'heure. D'accord. Et éviter que la violence s'installe et puis la catastrophe. Merci Jocelyne. Alors là, on me fait des signes de tous les côtés. Je me fais engueuler. Stop. Mais on va terminer avec Violette Gay. Donc vous êtes élue à la politique de la ville. Je vous remercie d'être venue aujourd'hui sur ce plateau. Alors moi j'avais envie de vous demander, pour améliorer les relations hommes-femmes, est-ce que la politique peut quelque chose ? Alors, avant de répondre à la question, donc moi, je voudrais d'abord remercier Eau-de-Zone d'avoir, alors pour reprendre ce que disait Jean-Marie Carlier, de bien préciser que c'est la journée internationale du droit des femmes et non pas la journée de la femme. Voilà. Tout à fait. Donc on met aujourd'hui un zoom sur cette problématique-là. C'est pas parce que le reste du temps les femmes n'existent pas. La moitié de l'humanité quand même. C'est pas une minorité. Voilà. Pour répondre à votre question, alors sur ce que la politique peut faire pour améliorer les relations hommes-femmes
c'est pas une question facile parce que bon, moi je la prendrais plus volontiers sur l'angle aujourd'hui du droit des femmes, mais je pense que là, du coup, la réponse, elle va dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, oui, la politique peut faire quelque... Alors, pas dans l'individuel, au cas par cas, tous les jours, au petit déjeuner, hein, évidemment, mais dans les représentations sociales, la part qui est faite à chaque sexe, aux hommes et aux femmes, à bien instaurer, avancer sur le fait que chacun ait un sujet de droit et dans l'égalité de droit, voilà, et qu'il n'y a pas d'un côté des sujets qui seraient plus égaux que d'autres. Hein, voilà, c'est un peu un raccourci simpliste, mais je ne sais pas. Parce que ça passe aussi par les lois. Ça passe par les lois. Améliorer les rapports hommes-femmes, l'égalité, la parité, ça passe par les lois aussi. On le sait bien et ça a mis du temps, hein, n'est-ce pas? On en a parlé tout à l'heure. Oui, grâce à des gens qui se battent, voilà, justement. Et je pense que c'est une conquête qui n'est pas terminée, puisqu'on sait... on sait qu'il y a encore une inégalité au niveau en France aussi, hein, une inégalité au niveau des salaires hommes-femmes. Bon, par exemple, donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Sur les autres registres, on a vu qu'il y avait encore du travail à faire au niveau de la violence faite aux femmes. Pour qu'il y ait cette amélioration de l'accès aux droits et ce travail de fond, comme on l'a dit précédemment, pour éviter cette violence faite aux femmes, aux enfants aussi, mais bon, aujourd'hui on est là pour parler des femmes. Des hommes quelquefois, hein, mais bon, essentiellement ce sont les femmes qui meurent, hein, et beaucoup plus que les hommes. Oui, tout à fait. Oui, la politique, oui, ça peut nous aider. Hein. Mais finalement, en tout cas, je l'espère. Mais oui, finalement, est-ce que c'est pas vraiment aux hommes et aux femmes de se prendre en main ou par la main pour justement faire évoluer les mentalités? Plutôt que d'attendre toujours que ça vienne. Je crois qu'il faut qu'il y ait les deux. Oui. Je crois qu'il faut qu'il y ait les deux, c'est-à-dire que chacun est responsable, chacun à sa mesure doit porter et défendre des valeurs et reconnaître l'autre en tant que sujet de droit, en tant qu'égal en droit, voilà. Et par ailleurs la politique doit effectivement concrétiser dans la loi ces avancées. On en a parlé tout à l'heure. Le droit de vote, la contraception. Alors c'est bien quand il y a des hommes qui embarquent dans le combat, si je puis dire, hein, pour l'égalité homme-femme. Parce que ça les concerne aussi. Ça les concerne, ça les grandit aussi. Hein. C'est bien quand c'est aussi les hommes. Oui, alors on va conclure. Je vous remercie beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose, Violette Gay? Non, je pense que nous sommes hommes et femmes libres. Il faut que nous soyons hommes et femmes libres et égaux en droit. Oui. Merci Madame Gay. Oui, Marie-France par Jurado. rapport à l'intervention de la politique, donc la volonté de l'association que je représente, c'est bien un groupe de parole. Donc je suis contente de voir qu'il y en a un avec le monsieur, un groupe de parole d'hommes d'un côté. Moi je vais faire la même chose, un groupe de parole de femmes, parce que j'arrive pas à trouver d'hommes à salon, visiblement. L'objectif, c'est quand même de faire des projets de loi dans ma démarche. Oui, voilà. c'est ça le cœur parce que du combat, moi je suis donc sur Salon. Je m'occupe des Bouches-du-Rhône en général, mais ma volonté c'est de mettre les choses sur le terrain, de les appliquer sur le terrain. Et pour les appliquer sur le terrain, il faut déjà que les idées elles naissent en bas, qu'on les regroupe, qu'on les recense et qu'on les fasse remonter au niveau de l'Assemblée nationale. Donc depuis 2011, je travaille sur des projets de loi, en l'occurrence avec l'association. Il y a des choses qui aboutiront, j'en doute pas. Voilà, donc on parle des retraites, les inégalités de retraite, l'homoparentalité au jour d'aujourd'hui. Il y a les violences, tout un tas de sujets. Voilà. Donc ça part effectivement, et grâce aux politiques, on y arrivera. Mais ils ont besoin de nous aussi. Hein. Oui, et oui, tout bien à sûr, fait. bien sûr. Pour faire avancer les choses. Eh bien, je vous remercie.
Je vous remercie tous de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Alors, je tiens à remercier les centres sociaux Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence, le centre social La Garde à Marseille, le centre social Agesc de Salon de Provence, la Grande Bastide à Aix-en-Provence, la Maison des familles et des associations à Marseille. J'en oublie. Si j'en oublie, c'est pas grave, ils seront au générique. Je tiens à remercier aussi la CAF des Bouches-du-Rhône qui nous a soutenus dans ce projet Regard croisé d'hommes et de femmes en milieu urbain. Je rappelle que c'était un projet qui a été mené, étalé sur 3 années. Un projet très intéressant, très riche, voilà, qui a permis de nous réunir aujourd'hui. Je remercie tous mes invités d'avoir participé. Voilà, je vous dis peut-être à l'année prochaine pour la Journée internationale des droits des femmes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur O2Zone TV.